Ok, bonjour tout le monde. Donc, après une petite pause réparatrice, on va reprendre et terminer d'ailleurs les cours de virologie cette semaine. Et il y a 2 semaines, on s'était arrêté sur cette diapositive. On avait juste commencé la partie sur les virus à ARN et les rétrovirus. Alors, pour continuer avec les virus à ARN, attends, mais pourquoi on fait ça? C'est super chiant. Ok, il peut pas plus rien faire là. Ok, bon bah je vais redémarrer, ça fait chier ça. Ouais, ok. Alors, donc, une deuxième type de virus à ARN brun plus sont des Flaviviridae, nommés après le virus de la fièvre jaune. C'était le premier virus de cette famille qui était identifié dans les années 1930. Et d'autres pathogènes notables chez les Flaviviridae sont par exemple le virus de la dengue et le virus de l'hépatite C. Ce sont des virus enveloppés avec une capside icosaédrique et le génome, c'est un ARN brun plus d'une taille de 9 à 10 kilobases de longueur. Alors, le virus de l'hépatite C a été identifié en 1989. En tout cas, sa séquence génomique a été identifiée. C'est ce qui a permis de mettre en place tous les tests de dépistage moléculaire. Mais le virus a été cultivé uniquement en 2005. Alors, le virus de l'hépatite C, ça fait un peu une exception parmi les Flaviviridae parce que la plupart sont transmis par des vecteurs, insectes ou autres, ouais, insectes transmis par des moustiques. Mais le virus de l'hépatite C, il a une transmission par voie sanguine, euh, transmission sexuelle plutôt rare, beaucoup moins que le virus de l'hépatite B. C'est contact direct avec le sang ou certains pratiques comme des tatouages ou les soins dentaires si les instruments ne sont pas bien nettoyés, bien stérilisés entre les clients. Alors, bon, je à peu près tout ce que j'ai à dire pour ça. Et notre dernier exemple pour lequel on regardera les mécanismes d'expression génomique sont les coronaviridae, avec comme exemple typique maintenant le SARS-CoV-2 et les autres coronavirus saisonniers qui nous infectent. Donc, pareil, donc ce sont des virus enveloppés, cette fois-ci avec une nucléocapside hélicoïdale. Et un génome largement plus grand que les deux autres, que les Picornaviridae ou les Flaviviridae. Cette fois-ci, le génome, c'est environ 30 kilobases de longueur. En microscopie électronique, les particules ressemblent à ça, donc particules sphériques avec les glycoprotéines de spike qui forment une sorte de couronne autour de la particule. Et le nom de la famille dérive de cet aspect en microscopie électronique. Alors, les particules sont formées d'une structure très très simple avec juste uniquement 4 protéines structurales, les glycoprotéines de spike qui forment des trimères à la surface, la nucléocapside à l'intérieur et 2 protéines membranaires dans l'enveloppe, la protéine M et la protéine E. Alors, les coronaviridae
jusqu'en 2019, on connaissait 4 coronavirus humains qui provoquaient des infections respiratoires avec une périodicité, avec des pics épidémiques dans l'hiver. Donc 2 alpha-coronavirus et 2 bêta-coronavirus. Et on avait identifié 2 bêta-coronavirus qui provoquaient des infections sporadiques, le MERS coronavirus et le SARS coronavirus, avec le MERS coronavirus qui provoque toujours quelques infections dans le Moyen-Orient. Et le SARS-CoV-2 est devenu le 5e coronavirus humain maintenant. Donc, transmission directe par voie respiratoire de l'ensemble de ces coronavirus. Alors, en termes de mécanismes moléculaires, comment font les virus? D'ailleurs, le problème, c'est ça pour les virus à ARN brun plus. C'est-à-dire que le génome est comme ça. C'est notre ARN génomique qui doit servir à la fois pour exprimer des protéines virales. Et donc, si on a plusieurs protéines virales, ce qui va être le cas, on doit avoir un mécanisme, un moyen d'exprimer plusieurs protéines à partir d'une seule molécule d'ARN au départ. Et ça, c'est pas quelque chose de normal pour un ARN messager cellulaire. Et l'autre défi, c'est les virus doivent recopier leur génome en ARN brun-moins qui servira de matrice pour synthétiser des nouvelles copies de l'ARN génomique. Donc ça, c'est le défi pour tous les virus à ARN brun plus. Donc pour la première question, l'expression des protéines virales à partir d'une seule molécule d'ARN chez les Picornaviridae. Donc l'exemple donné, c'est le virus de la poliomyélite, mais tous les Picornaviridae utilisent le même système pour exprimer leurs protéines. Alors, lorsqu'on regarde l'ARN génomique, l'extrémité 5' n'est pas composée des nucléotides d'une coiffe comme un ARN messager, mais l'extrémité 5' est couplée à une protéine virale, la VPG. Donc les ribosomes ne pourront pas vraiment se fixer sur l'extrémité, les ribosomes de la cellule hôte ne pourront pas se fixer à l'extrémité 5' de l'ARN viral, parce qu'il n'y a pas de coiffe, il y a une protéine virale à la place. Et lorsqu'on regarde, il y a une région 5' non traduite qui contient des codons d'initiation, mais qui ne démarre pas la synthèse des protéines virales. La synthèse des protéines virales démarre avec un codon d'initiation un petit peu plus en aval. Et juste en amont de cette séquence ou de ce codon d'initiation, on a ce qu'on appelle une IRES, une séquence d'entrée ribosomale interne. Et donc le ribosome de la cellule hôte va se fixer sur la séquence IRES, et c'est ça qui permet d'initier la traduction à partir de cet codon AUG. Et lorsqu'on regarde, la séquence IRES est riche en structures secondaires. Donc, c'est une structure en 3 dimensions qui est reconnue par soit les protéines du ribosome, soit les protéines qui sont les facteurs d'initiation de traduction. Alors, vu que l'initiation de la traduction des protéines virales ne se fait pas par le biais de la fixation des facteurs d'initiation sur la coiffe en 5' de l'ARN messager, ça donne au virus une opportunité pour inhiber l'introduction de protéines cellulaires en clivant la protéine EIF4G de l'hôte par une protéase virale. Et ça va empêcher l'introduction de toutes les ARN messagers cellulaires. Mais vu que le virus ne dépend pas de ce facteur d'initiation pour initier sa propre traduction,
les ARN viraux peuvent encore être traduits. Donc les picornavirus ont la capacité d'éteindre la traduction de protéines cellulaires, et ce qui a comme conséquence que l'ensemble des ribosomes de la cellule peuvent être utilisés pour la traduction de protéines virales. Donc elle contourne totalement et elle exploite totalement le système de traduction de la cellule hôte. Alors, les Picornaviridae, donc elles ont besoin de tous les facteurs d'initiation de traduction sauf le EIF4E qui va se fixer sur la coiffe 5' des ARN messagers. Et c'est un ensemble de facteurs d'initiation de traduction et le ribosome 40S qui va se fixer sur l'IRES. Pour les Coronaviridae, l'ARN ont l'extrémité 5' de l'ARN viral et porte un coiffe. Et donc, l'initiation de la traduction se fait comme un ARN messager cellulaire. Et chez les Flaviviridae, ce sont des virus qui comportent également une IRES, mais qui fonctionnent de façon un peu différente par rapport à celle que l'on retrouve chez les Picornaviridae. Cette IRES, chez le virus de l'hépatite C, nécessite uniquement les facteurs d'initiation de traduction EIF2 et EIF3. Bon, dans tous les cas, on a une IRES chez les Picornaviridae, chez les Flaviviridae, pas chez les Coronaviridae. Donc ça, c'est l'initiation de la traduction. Alors, chez les Coronaviridae, on a l'initiation qui est un peu comme l'initiation de la traduction d'un ARN messager cellulaire, mais les coronavirus ont également la capacité de empêcher la traduction des protéines cellulaires et de pouvoir utiliser l'ensemble des ribosomes pour l'introduction de protéines virales. Et ça, c'est la fonction de la protéine virale NSP1 qui va se fixer sur la sous-unité 40S du ribosome au canal d'entrée de l'ARN messager. Donc normalement, lors de l'initiation de la traduction, la sous-unité 40S et les facteurs d'initiation de traduction vont se fixer sur la coiffe en 5' des ARN messagers. Et à partir de ce moment-là, le ribosome 40S va avancer sur l'ARN messager, ou en tout cas, ou peut-être va tirer l'ARN messager à travers le pore dans le ribosome jusqu'à ce qu'il trouve le premier codon d'initiation. Lorsque on a la présence de la protéine NSP1 des coronavirus, la protéine va se fixer ici et va empêcher le ribosome 40S de avancer sur l'ARN messager. Et donc, on n'aura pas d'initiation de traduction d'ARN ou de protéines cellulaires. Donc ça, c'est OK. On a bloqué l'initiation de la traduction de protéines cellulaires, mais en même temps, le virus doit être capable de traduire ses propres protéines. Et comment il fait ça? C'est parce que tous les ARN messagers viraux portent à leur extrémité 5' une séquence dite leader. Et cette séquence leader comporte une structure secondaire spécifique qui se fixe sur la protéine NSP1. Et lorsque le complexe ribosome 40S et la protéine NSP1 se fixent sur un ARN viral, l'interaction entre la séquence leader et la protéine NSP1 permet de dégager la protéine NSP1 et ça permet au ribosome d'avancer jusqu'au codon d'initiation. Et donc de cette façon-là, le SARS-CoV-2 et tous les coronavirus sont capables d'inhiber l'introduction des protéines cellulaires et favoriser l'introduction de protéines virales.
OK. Donc, on a initié la traduction de protéines virales sur l'ARN génomique viral. Ensuite, le problème, c'est comment exprimer plusieurs protéines virales à partir d'une seule molécule d'ARN. Alors, chez les Picornaviridae, et ce qu'on va voir aussi chez les Flaviviridae, l'ARN génomique code pour une seule ou un seul cadre ouvert de lecture. D'ailleurs, l'ARN génomique comporte un seul cadre ouvert de lecture qui code pour une polyprotéine. Ça, c'est peut-être exprimé de façon un peu plus précise. Donc, initialement, la traduction sur l'ARN viral produit une polyprotéine qui est ensuite clivée par des protéases virales. Et donc, chez les Picornaviridae, on identifie deux protéases virales, la protéase 2A et la protéase 3C. La protéase 2A, elle ne fait qu'une seule chose, elle effectue le clivage, une sorte de autocatalyse, juste à l'extrémité N-terminale de sa propre séquence, tandis que la protéine C3 va cliver à plusieurs sites, dont la polyprotéine. Et donc, avec une cascade de clivage protéolytique, on aura la polyprotéine d'abord clivée en 3 polyprotéines un peu plus petites, et petit à petit, on a les différentes protéines virales qui sont dégagées à partir de ces, par le biais de ces différents clivages protéolytiques. Petit mot sur l'organisation générale des protéines sur la polyprotéine. On voit qu'en N-terminal, on a les protéines de capside, les protéines de structure VP1, VP2, VP3 et VP4. Et à la partie C-terminale, on a l'ARN polymérase dépendant de l'ARN, la RDRP, la polymérase virale. Et au milieu, donc, on a les protéases, plus d'autres protéines non structurales qui sont impliquées dans différents processus cellulaires, par exemple, contourner les défenses cellulaires contre l'infection virale, des choses comme ça. Alors, ça, c'est chez les Picornaviridae. Chez les Flaviviridae, on a quelque chose de très semblable. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'organisation du génome, on a les protéines structurales en extrémité N-terminale de la polyprotéine. À la région C-terminale, on a la protéine NS5, qui est l'ARN polymérase virale chez les Flaviviridae. Et au milieu, on a des protéases comme la NS3 et d'autres protéines non structurales qui sont importantes pour la réplication virale. Okay, donc dans les deux cas, synthèse d'une polyprotéine, clivage par une ou deux protéases virales. Et l'organisation génomique, c'est à peu près semblable. Alors, chez les Coronaviridae, on a quelque chose un peu plus complexe. Parce que lorsqu'on regarde dans le génome, on a la région 5' qui code pour deux polyprotéines et la région 3' du génome code pour différents cadres ouverts de lecture et chaque cadre ouvert de lecture va permettre la synthèse d'une protéine. Donc la première chose qui va se passer lors de l'initiation de la traduction sur l'ARN génomique, c'est la traduction de ces deux polyprotéines, ce qu'on appelle la polyprotéine 1A et 1AB. Alors, normalement, ce cadre ouvert de lecture se termine ici, mais on a une suppression de l'arrêt de traduction qui permet, dans une certaine proportion des cas, la continuation de la traduction au-delà d'un codon stop ici. C'est ce qui permet l'introduction des
différentes protéines ici, donc d'étendre cette polyprotéine en 1 AB. Et c'est là où on trouve le gène codant pour le polymérase virale, ou la polymérase virale. Alors, ces protéines sont clivées par les protéases virales, le 3CL et le PL protéase, donc deux protéases comme les Picornaviridae. Et l'une des protéines fonctionnelles qui sera libérée, c'est l'ARN polymérase virale, qui va permettre la synthèse de l'ARN brin-, l'ARN complémentaire à partir de l'ARN génomique viral. Et à partir des ARN brin-, l'ARN polymérase virale va pouvoir synthétiser les différents ARN messagers qui sont codés sur la région 3' du génome. Donc on a différentes protéines virales qui sont synthétisées avant et après la réplication de l'ARN viral, ce qui n'est pas le cas pour les Picornaviridae et les Flaviviridae. Alors, l'initiation de la traduction se fait via la fixation des ribosomes sur la coiffe en 5'. Normalement, pour les ARN messagers, ce processus s'effectue dans le noyau. Or, les Coronaviridae se répliquent dans le cytoplasme et les enzymes de la cellule hôte impliquées dans la maturation des ARN messagers, l'ajout de la coiffe en 5' et de la queue poly-A ne sont pas accessibles au virus. Donc, le virus doit porter lui-même des enzymes ou coder dans son génome les enzymes qui sont capables d'effectuer ces étapes de la maturation des ARN messagers. Tandis que pour les Picornaviridae et les Flaviviridae, pas besoin, parce que l'initiation de la traduction ne dépend pas d'une coiffe en 5'. OK. Chez les Picorna et chez les Flaviviridae, ces virus ne s'ennuient pas à essayer d'exprimer différents types d'ARN messagers. L'ARN génomique, c'est l'ARN messager, c'est la même chose. Tandis que chez les... Donc on a l'ARN génomique qui est copié d'abord en ARN brin-, et cet ARN brin- sert de matrice pour refabriquer plusieurs copies d'ARN génomique qui sont la même chose que les ARN messagers. Pour les Coronaviridae, comme je disais, c'était un peu plus compliqué. Donc, on commence avec un ARN brin+, qui sert de matrice pour fabriquer d'une part des intermédiaires brin- qui couvrent l'intégralité du génome, mais aussi des ARN brin- plus courts qui vont servir de matrice pour fabriquer les ARN messagers. Alors, ce qui est important ici, donc on peut se demander pourquoi il fait comme ça le virus. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais pourquoi il fait pas juste une longue molécule d'ARN brin- et puis il va initier la transcription pour fabriquer des ARN messagers un peu plus loin sur mon ARN brin-. Mais ça, c'est un problème parce que ce qu'il faut, c'est avoir la séquence leader à l'extrémité 5' de chaque ARN messager, parce qu'on a vu, c'est essentiel pour l'introduction des ARN viraux, des ARN messagers viraux. Et donc, d'une façon ou d'une autre, le virus, il doit s'arranger pour avoir la séquence leader à l'extrémité 5' des ARN messagers. Donc, ce qui semble se passer, c'est lors de la transcription ou la synthèse des ARN brin-, donc l'ARN polymérase virale, il prend comme matrice l'ARN brin+, et il commence à synthétiser dans ce sens-là. Et à un moment donné, lorsqu'il arrive à une séquence à la fin d'un cadre ouvert de lecture, il peut sauter et
transcrire la séquence leader qui se retrouve à l'extrémité 5' du génome. Donc, c'est comme ça que ces différents intermédiaires brun-moins qui vont servir de matrice pour la transcription des ARN messagers sont synthétisés. OK. Ah, OK. Donc là, je pense que j'ai assez parlé. Donc, on veut voir si vous avez compris quelque chose. Et la question ici, c'est quelles propositions sont vraies pour les picorna et fausses pour les Flaviviridae? Donc, je vais ouvrir la question. Ah, j'ai pas de question. Ah, si. Ok, il est là. Donc, normalement, ça doit envoyer sur la question là. Ok, D, ça risque d'être un peu difficile. Ok. Ok, bon, on va voir. Alors, on est en train de dire vrai pour les picorna, fausse pour les Flaviviridae. La réponse 1, oui, c'est correct. Okay, les picorna, ce sont des virus non enveloppés qui sont de façon générale plus stables et leur mode de transmission est indirect. Donc, soit par les eaux usées, mais ils doivent rester infectieux en dehors de l'autre. Tandis que chez les Flaviviridae, soit on a un vecteur d'insecte, soit on a une transmission directe. Donc le virus, il est jamais en dehors d'un hôte ou un vecteur. Donc c'est vrai. Donc dans ce cas-là, les particules du flavivirus, ils n'ont pas besoin de rester stables. Soit ils se répliquent dans l'insecte, soit ils sont transmis directement à un autre être humain. Alors, question 2, l'entrée se fait par fusion membranaire, c'est faux. Les picorna sont des virus non enveloppés. Fusion membranaire, c'est uniquement les virus enveloppés. Réponse 3, le cycle de réplication s'effectue entièrement dans le cytoplasme. C'est vrai pour les deux. Donc, ce n'est pas une réponse correcte à la question posée parce qu'on demande
qu'est-ce qui est vrai pour les picorna et fausse pour les flavis. Donc ça, c'est une mauvaise réponse. C'est vrai pour les deux types. Tous les virus à ARN brun plus se répliquent uniquement dans le cytoplasme. Leur cycle de réplication est basé sur l'idée que le génome viral va se faire passer pour un ARN messager. Donc toute leur vie, c'est basé sur l'interaction ARN viral ribosome. C'est tout ce qui les intéresse. Donc c'est dans le cytoplasme. Et la question 4, bizarrement, il y a pratiquement le plus de réponses correctes. Donc ça, c'est vrai. Donc chez les Picornaviridae, l'ARN génomique commence avec la protéine VPG et c'est cette protéine-là qui sert d'amorce pour la synthèse de l'ARN. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? Donc j'ai une autre question là. Donc, imaginons qu'on veut développer des médicaments antiviraux dirigés contre un coronavirus. Quelles sont les cibles pharmacologiques possibles? Et donc, l'idée, c'est que notre médicament sera un inhibiteur d'une de ces cibles. Et vu que l'on inhibe telle cible, ben, ça va empêcher le virus de se répliquer. Ah, d'ailleurs, ok, je vais mettre le QR code. Ok, il est là. Ok. Bon, bah, taux de participation assez faible, je dois avouer. Ok, personne n'a dit des ribosomes viraux. En effet, les virus n'ont pas de ribosomes. Polymérase à ARN, correct. Polymérase à ADN, pas correct. Ce sont les virus à ARN, tout ça. Les coronavirus et les autres. Donc, on est chez les virus à ARN qui possèdent une polymérase à ARN. Donc, si on l'inhibe, le virus ne sera pas capable de se répliquer. La deuxième bonne réponse, c'était la protéase virale. Le clivage protéolytique de la polyprotéine ou des polyprotéines PP1A et PP1AB est essentiel. Si le virus ne peut pas découper ces polyprotéines en protéines fonctionnelles, ça ne marchera pas. Pourquoi? D'ailleurs, on va retourner ici, là. Donc, si, par exemple, j'inhibe la protéase 3CL, ces clivages protéolytiques ne pourront pas avoir lieu et en particulier, je ne pourrai pas dégager l'ARN polymérase virale, la RDRP. Donc cette ARN polymérase, elle restera collée dans une polyprotéine et ça ne va pas marcher, ça. Elle ne pourra pas fonctionner. Donc, dans tous ces virus, les protéases virales et les polymérases virales
sont les cibles pharmacologiques de médicaments. Et donc, par exemple, pour le SARS-CoV-2, est-ce que quelqu'un connaît un médicament qu'on peut utiliser pour soigner les patients avec un profil à risque, surpoids, diabète, plus de 70 ans d'âge, présente aux urgences avec un taux d'oxygène faible dans le sang et une SARS-CoV-2 aiguë? On peut le donner. Le Paxlovid, qui est une association qui est basée sur un inhibiteur de la protéase virale. Inhibiteur de la polymérase ARN virale, le remdesivir, un peu moins efficace. Et en tout cas, on a cherché à développer ces deux voies. Parce que si on bloque les enzymes virales, on empêche le virus de se répliquer, ça peut fonctionner. Ça marche mieux pour les infections virales chroniques, comme le virus de l'hépatite C. Et là, pareil, il y a des inhibiteurs de l'ARN polymérase virale et des inhibiteurs de la protéase virale qui fonctionnent comme médicament pour soigner cette infection. Ok, donc ça c'est un peu le tableau récapitulatif de nos virus à ARN brun+, les Flavi, les Picorna et Coronaviridae. Donc il faut connaître quelques exemples, un ou deux exemples de chaque type de virus, et savoir quel virus démarre sa traduction protéique via une IRS, d'ailleurs toutes ces familles virales synthétisent une ou deux polyprotéines, et comment est fichu l'ARN en 5' et en 3'. Et avec la particularité chez les Picornaviridae d'avoir une protéine virale attachée à l'extrémité 5'. Ok, donc on va rester avec les virus à ARN, mais cette fois-ci les virus à ARN brun-, qui constituent la classe 5 de Baltimore. Alors cette fois-ci, l'ARN génomique doit d'abord être transcrit en ARN brun+, qui sert d'amorce pour la resynthèse de nouvelles copies de l'ARN génomique. Et le virus doit aussi s'arranger pour synthétiser des ARN messagers à partir de son ARN génomique. Et donc, puisque l'ARN génomique du virus ne code ou ne peut pas être traduit directement en protéines, tous les virus ARN brun- doivent apporter leur polymérase virale dans la particule virale pour être capables tout de suite de synthétiser des ARN messagers viraux. C'est ça qui va permettre l'expression de nos protéines virales. Donc, les virus à ARN brun-, ce qui est très différent des virus à ARN brun+, portent toujours dans la particule virale l'ARN polymérase. Alors, un problème pour ces virus, c'est comment transcrire plusieurs ARN brun+, comment transcrire plusieurs ARN messagers à partir d'une seule matrice en ARN brun-. Alors, une solution que je trouve, c'est un peu de la triche là, c'est ce qu'on trouve chez le virus de la grippe et les autres virus de la famille des Orthomyxoviridae. Chez ces virus, le génome est porté ou codé sur plusieurs molécules d'ARN brun- distinctes. Donc c'est ce qu'on appelle un génome segmenté. Et chaque particule virale va porter une copie de chacun de ces segments génomiques. Et de façon générale, chaque segment génomique va coder pour une protéine virale. Donc on aura la transcription d'un ARN messager viral à partir de chaque segment génomique.
Bon, il y a quelques exemples, quelques exceptions dans les segments 7 et 8 où on a un mécanisme d'épissage alternatif qui permet d'exprimer 2 protéines virales à partir d'un seul segment génomique. Alors, ça c'est l'organisation génomique chez les Orthomyxoviridae, dans cette famille on trouve les virus de la grippe de type A, B, C, les togotovirus qui sont transmis par les tiques qui peuvent provoquer des encéphalites virales. Et les particules virales sont enveloppées avec une forme sphérique ou ovoïde. Et ces particules virales renferment à l'intérieur des nucléocapsides hélicoïdales, donc en forme de sorte de bâtonnet ou une sorte de une altère à la limite, composée de filaments d'ARN génomique associés à la nucléoprotéine virale, NP, et également associés à l'ARN polymérase virale qui est formé par les protéines PA, PB1 et PB2. À l'extérieur, on a 2 glycoprotéines virales, l'hémagglutinine et la neuraminidase, NP, nucléoprotéines, et M1, M2, les protéines de matrice mineures, majeures et mineures, NS1, NS2, les protéines non structurales. Toutes ces autres protéines, on les retrouve dans la particule virale. Alors, chez les virus ARN brun-moins, donc on a des Orthomyxoviridae avec un génome segmenté. Les autres virus ARN brun-moins font partie de l'ordre des mononégavirales, qui est toujours un groupe valable. J'ai vérifié ce matin parce que la phylogénie virale est en train de changer quand même. Alors, chez les mononégavirales, on trouve un nombre impressionnant de pathogènes très sévères. Par exemple, les filoviridae comme le virus Ebola Zaïre ou le virus Marburg, les rhabdoviridae comme le virus de la rage. Donc, extrêmement mortels ces virus-là, mais même les virus qui sont plus répandus chez l'être humain sont relativement méchants. Donc, on a le virus syncytial respiratoire qui s'appelle maintenant l'orthopneumovirus humain. Et on a aussi le virus de la rougeole. Alors, toutes ces virus sont des virus enveloppés avec une nucléocapside hélicoïdale. Et la nucléocapside hélicoïdale a des formes un petit peu différentes, soit une sorte de forme allongée rigide. Chez les filoviridae, on a la nucléocapside hélicoïdale en bâtonnet ici, soit en forme d'obus chez les rhabdoviridae, ou alors on a un nucléocapside qui est flexible, qui peut se replier à l'intérieur des particules chez les paramyxos et les pneumoviridae. Donc pour comprendre la réplication de ces mononégavirales et de façon générale, leur organisation génomique et la façon dont ils expriment et répliquent leur génome, c'est un peu la même chose. C'est le même schéma. Donc on peut utiliser les rhabdoviridae comme exemple et c'est valable pour l'ensemble des mononégavirales. Alors, chez les rhabdoviridae ont ces particules virales avec une morphologie caractéristique en forme d'obus en microscopie électronique. Chez les rhabdoviridae, on trouve 3 sous-familles qui ont réussi l'exploit pour un virus d'être capable d'infecter soit des vertébrés, soit des invertébrés, des insectes, soit des plantes. Donc ça, c'est quand même, moi j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un truc qui marche et qui leur permet d'infecter tout un tas de types de cellules eucaryotes différents. Alors, le modèle que l'on a utilisé pour
comprendre le mécanisme moléculaire de réplication des Rhabdoviridae. C'est le virus de la stomatite vésiculaire, qui est un virus qui infecte des vaches, il me semble, et que l'on peut techniquer en laboratoire sans procédure de biosécurité trop excessive. Donc c'est pas un virus qui provoque une maladie chez l'être humain. Donc on peut le techniquer facilement. Alors, son génome, ou les génomes chez les Rhabdoviridae, c'est environ 11 kilobases de longueur en une seule molécule d'ARN brun-. Et le virus de la rage, on peut dire que c'était quand même le premier virus que l'on a réussi à cultiver ou à propager de façon exprès par Pasteur dans les années 1880, en propageant l'infection entre un lapin et un autre lapin, avec une inoculation directe. Alors, lorsqu'on regarde le génome d'un rhabdovirus, il s'organise comme ceci. Donc, c'est un virus à ARN brun-, et on a l'habitude de les représenter avec l'extrémité 3' ici, à gauche, et l'extrémité 5' à droite. Parce que les ARN brun+ vont s'organiser comme ceci, de 5' en 3' de gauche à droite. Donc ça permet de représenter les cadres ouverts de lecture sur le génome, un peu dans le sens des ARN messagers. Donc lorsqu'on regarde, on a 1, 2, 3, 4, 5 cadres ouverts de lecture séparés par des séquences intergéniques. Et on a en rouge ici une séquence leader sur lequel se fixe l'ARN polymérase, qui est la protéine L, et la phosphoprotéine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici là en protéine? N, c'est pour la nucléocapside, P, c'est pour la phosphoprotéine, M, c'est la protéine matrice, qui fait le lien entre l'enveloppe virale et la nucléocapside, et G, c'est la glycoprotéine d'enveloppe. Donc, et toutes ces protéines-là se trouvent dans la particule virale. Alors, ce qui va se passer pour transcrire les ARN viraux, c'est d'abord la polymérase et la phosphoprotéine vont se fixer sur la séquence leader et ils vont initier la transcription à la première séquence intergénique. Mais donc notre polymérase virale se fixe ici, elle démarre la transcription à partir de là, et ça va commencer à transcrire un ARN brun+ à partir d'ici. Mais lorsqu'elle arrive à la prochaine séquence intergénique, elle va ajouter une séquence poly A à la fin de notre première ARN messager et va se détacher de l'ARN brun-, et elle va redémarrer la transcription à nouveau sur cette séquence intergénique. C'est ça qui va permettre la synthèse d'un ARN messager qui code pour la prochaine protéine codée sur le génome. Donc, on a une synthèse d'ARN messager, l'ARN polymérase va démarrer, va synthétiser un ARN brun+ jusque-là, il va se détacher, il va se réassocier, il va se transcrire ça, il va se détacher, il va se réassocier, et elle avance comme ça. Elle avance, elle se détache, elle se rattache, elle avance, etc. Mais à chaque fois que la polymérase ARN virale se détache de l'ARN brun-, elle a une possibilité, une certaine probabilité de se détacher complètement. Auquel cas, elle va recommencer tout depuis le début. Et la conséquence de ça, c'est quoi? La conséquence, c'est que on a plus d'ARN messagers codant pour la nucléoprotéine que l'on a pour l'ARN polymérase.
Donc, les quantités relatives d'ARN messager sont déterminées par leur position dans le génome. Et en fait, si on s'amuse à modifier ça par une approche de génétique inverse, donc on peut le faire, on peut réorganiser le génome et mettre la nucléocapside un peu plus loin ici, on se rend compte que le virus il se réplique beaucoup moins bien. Pourquoi? Parce que pour une particule virale infectieuse, on a besoin de plusieurs milliers de copies de la nucléoprotéine, mais on a besoin que de une ou deux copies de la polymérase virale, la protéine L. Donc c'est logique d'organiser le génome comme ça, de pouvoir synthétiser plus de nucléoprotéines que de polymérase. Donc ça c'est vrai pour les Rhabdoviridae et c'est aussi vrai pour l'ensemble des mononégavirales. Elles fonctionnent comme ça. Alors on va regarder en un peu plus de détails ce qui se passe aux séquences intergéniques. Ce qui les caractérise, c'est la présence de cette uridine. Et lorsque l'ARN polymérase virale se fixe sur ces uridines, elle va avoir tendance à glisser sur la séquence et retourner au début de cette séquence de cette uridine. Donc elle va recopier et synthétiser des adénines et c'est ça qui va nous synthétiser une queue poly A à la fin de l'ARN messager. Mais au bout d'un certain nombre de répétitions, de glissements sur la séquence d'uridine et resynthétiser, rajouter des adénines, à un moment donné, on a une terminaison de la transcription et l'ARN polymérase va se détacher. Mais elle va se réattacher tout de suite après et commencer la synthèse de la prochaine ARN messager. Alors, comme pour les coronavirus, pour avoir une ARN messager viral qui sera reconnu par les ribosomes cellulaires, les Rhabdoviridae et tous les mononégavirales doivent ajouter une coiffe en 5' de leurs ARN messagers. Et tous ces virus ou toutes les protéines L, les ARN polymérase virale, sont dotés d'une activité de synthèse de coiffe 5'. Donc ça, c'est pour la synthèse d'ARN messager. Alors, comment fait le virus pour synthétiser un ARN brun-moins qui fait la totalité de son génome? Parce que s'il va se décrocher et réaccrocher à chaque séquence intergénique, il ne pourra jamais resynthétiser un ARN brun-moins qui couvre la totalité du génome. Mais ce qui va se passer, c'est que pour la réplication du génome, l'initiation de la transcription démarre au début de l'ARN génomique et lorsque l'ARN polymérase arrive à la première séquence intergénique, c'est la présence ou absence de la protéine N qui va déterminer si l'ARN polymérase va glisser sur les séquences U ou va juste continuer. En présence de la protéine N, elle va se fixer sur les 7 premiers adénines qui sont ajoutés face aux séquences U dans la région polyintergénique. Et ça va supprimer le processus de glissement, réinitiation et détachement et réinitiation de transcription par l'ARN polymérase. Donc en présence de la protéine N, l'ARN polymérase pourra synthétiser une copie sur toute la longueur de l'ARN génomique du virus. Et c'est cet ARN associé à la nucléoprotéine qui sert de matrice pour la synthèse d'une copie de l'ARN génomique brun-moins. Donc c'est l'accumulation de la protéine N qui va permettre au virus de synthétiser ou de répliquer son génome.
OK, et ça, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les virus, sur les mononégas virales. Alors, avec ces connaissances, si vous deviez mettre au point un système de génétique inverse pour les rhabdovirus, quels sont les composants minimum pour pouvoir le faire? Et voilà les réponses envoyées. La bonne réponse était la 4. Il faut l'ARN génomique viral, la polymérase, la phosphoprotéine et la nucléoprotéine. Alors, pourquoi la phosphoprotéine? Pour que ça marche, il faut les deux. Il faut la protéine L et la phosphoprotéine. C'est ça qui permet d'initier la transcription. Donc, il faut les deux. Pourquoi la nucléoprotéine? C'est quelque chose que j'ai pas dit, mais ce qui rentre dans la cellule après la fusion membranaire, c'est l'ARN viral associé à la nucléoprotéine, les nucléocapsides. Et l'ARN polymérase virale va synthétiser des RMSG ou l'ARN enfin, les intermédiaires de réplication, pas sur une molécule d'ARN brun nu, mais l'ARN brun associé à la nucléoprotéine. Donc, ce qui est reconnu comme matrice par l'ARN viral, c'est pas une molécule d'ARN. Non, ce qui est reconnu comme matrice par l'ARN polymérase virale, c'est pas une molécule d'ARN nue, c'est une molécule d'ARN associée à la nucléoprotéine. D'ailleurs, c'est comme ça que le virus réplique les ARN viraux et pas les ARN cellulaires. Elle va être active uniquement sur les nucléocapsides. Et c'est vrai aussi pour le virus, le virus de la grippe, les orthomyxoviridae. OK. Donc la réponse était D ici. Donc il faut ces différentes protéines plus. Alors pour le picornavirus, un picornavirus, c'est quoi la bonne réponse si on posait cette question pour un picornavirus? Tout le monde a réfléchi? Tout le monde est prêt à lever la main? Qui dit A? Qui dit B? Qui dit C? Qui dit D? La bonne réponse est A. Les virus à ARN brun plus
on met le gène d'ARN génomique qui peut être pris comme matrice, comme un ARN messager, et les ribosomes vont commencer à le traduire. Donc, on n'a pas besoin d'apporter autre chose parce que l'ARN polymérase sera synthétisé directement à partir de la polyprotéine qui est synthétisée. Donc, pour les virus ARN brun+, les systèmes de génétique inverse sont simples, plus ou moins. Mais en principe, on a besoin juste de faire entrer l'ARN génomique viral dans la cellule par transfection, et puis ça marche. OK, on a un petit 20 minutes pour faire les rétrovirus, et je pense que ça serait bien. Et ça va terminer un peu notre regard sur les mécanismes moléculaires de réplication des virus à ARN et les rétrovirus. Alors, chez les rétroviridae, on distingue les spumavirus et les orthorétrovirus. Et chez les orthorétrovirus, on a les alpha, bêta, gamma, delta, epsilon rétrovirus et les lentivirus. Alors, tous ces virus sont des virus enveloppés avec une nucléocapside icosahédrique. Sauf que si on regarde cette image en microscopie électronique en cryotomographie, on voit notre enveloppe en bleu. Ce qui est en jaune ici, c'est les protéines de matrice. Et notre nucléocapside, c'est pas vraiment un icosèdre, ça. Donc on a un truc en forme un peu conique ou pseudo-conique. Mais c'est une variante du nucléocapside icosèdrique. Et ça, c'est typiquement ce qu'on voit chez les lentivirus. Alors, à l'intérieur de la nucléocapside, chez les lentivirus, on trouve 2 copies de l'ARN génomique qui est en ARN brun+. Donc, chez les humains, on est remarquablement indemne de rétrovirus par rapport à, par exemple, les souris qui sont très fréquemment infectées. Donc, avec un rétrovirus humain qui nous a infectés jusqu'au début du XXe siècle, et le VIH1 qui a réussi à s'installer dans la population humaine à partir du début du XXe siècle. Alors, en termes de structure, donc on a une glycoprotéine d'enveloppe qui forme des trimères. On a la protéine de capside qui forme ces capsides de forme icosahédrique ou conique. En jaune, c'est la protéine de matrice qui est entre les deux. Et à l'intérieur ici, j'aurai 2 copies d'ARN viral associées à une protéine de nucléocapside. OK. Donc, comment se répliquent les rétrovirus de façon générale? Ce que l'on a, c'est la molécule d'ARN génomique reste à l'intérieur de la nucléocapside aux étapes initiales de l'infection. Et à l'intérieur de la nucléocapside, on a la synthèse d'une copie du génome en ADN double brun. Donc c'est le rôle ou la fonction de l'ARN, de la transcriptase inverse du virus. Donc c'est-à-dire une polymérase à ADN dépendante de l'ARN. Et donc cette enzyme, absolument essentielle pour le virus, et elle doit être présente à l'intérieur de la particule virale. Parce que cette étape de transcription de l'ARN ou transcription inverse de l'ARN en ADN double brun se fait rapidement après l'entrée du virus dans la cellule infectée. Alors,
un des problèmes que l'on va voir, c'est que ça va être un problème pour le virus de régénérer un génome complet. Parce que, comme tout le monde sait, lorsqu'on synthétise de l'ADN, on commence avec une amorce en ARN et cette amorce en général est dégradée. Et ça risque de nous donner un problème pour synthétiser les extrémités de notre génome. Alors, cette copie du génome en ADN double brin, qu'on appelle le provirus, s'intègre dans le chromosome de la cellule infectée. Et à partir de cet ADN double brin intégré dans le chromosome de la cellule, l'ARN polymérase de la cellule hôte va transcrire des copies d'ARN brin plus et aussi transcrire des ARN messagers du virus. Donc le problème pour le virus, c'est un peu de comment transcrire plusieurs molécules d'ARN messagers à partir d'un seul promoteur et coder pour différentes protéines virales à partir d'un seul promoteur. Alors, pour la première question, premier problème, comment font les virus de resynthétiser ou recopier un génome complet lors de la transcription inverse? Lorsqu'on regarde le génome viral en ARN, ce qu'il y a à l'intérieur de la particule virale, on voit que les parties non codantes en 5' et en 3' sont composées d'une séquence répétée. Et ensuite, on a une séquence unique 5' et unique 3'. Mais lorsqu'on compare la séquence d'un ADN proviral, on voit que aux extrémités, on a la séquence U3 qui était recopiée ici, en amont la séquence R, et on a la même chose en aval de l'extrémité 3'. On a la séquence U5 qui était recopiée ici. Alors pourquoi ça c'est important? Parce que la région U3 comprend les sites de fixation de facteurs de transcription cellulaire et c'est ça qui permet de démarrer la transcription à partir de la région R. Donc sur un ADN proviral, les facteurs de transcription cellulaire vont se fixer ici, la transcription démarre là et ça permet de retranscrire tout le génome viral. Alors, comment ça se fait? Bon, je pense qu'on a le temps, donc on va regarder cette vidéo-là de Vincent Wacaniello et je vais essayer de le commenter. Ça sera un peu moins que lui, mais on va essayer de s'en accommoder pour essayer de comprendre comment fait le virus pour recopier ce bout d'ARN là-bas et ce bout d'ARN ici. Donc, on va regarder ça. OK, donc ça c'est notre ARN viral. Et tout à l'heure, je l'ai représenté sous forme linéaire, mais en fait, les deux régions R peuvent s'hybrider ensemble parce qu'elles sont complémentaires. Donc, on peut imaginer que la molécule d'ARN se tourne sur elle-même. Et ici, ça c'est aussi quelque chose que je n'ai pas noté, mais pour synthétiser de l'ADN, comme j'ai dit, il faut commencer avec une amorce en ARN. Mais c'est quoi l'amorce pour la synthèse de l'ADN lors de la transcription inverse? Mais c'est un ARN de transfert cellulaire qui est également incorporé dans la particule virale. Et cet ARN de transfert va se fixer sur une région complémentaire qui s'appelle le PBS, le Primer Binding Site.
Donc, la transcriptase inverse va commencer la synthèse de l'ADN proviral à partir de cette amorce-là. Ah, stop. Et au fur et à mesure qu'elle avance, elle va dégrader l'ARN qu'elle recopie parce qu'elle est dotée d'une activité de RNase H. Une RNase H va dégrader l'ARN dans une molécule de double brin, une brin ADN, un brin ARN. Donc notre ARN polymérase commence ici. Donc elle va dégrader la première séquence R, et en fait, elle va être complémentaire à la deuxième séquence R sur l'extrémité 3' de son génome. Donc, cet ADN-là va s'hybrider ici, et c'est ça qui permet de recopier à partir de là. Ok, donc on avance, on avance, on avance. Et en même temps qu'on avance, on va dégrader l'ARN de matrice. Sauf pour cette région-là, qui s'appelle la polypurine tract, qui est résistante à l'activité de RNase H. Et donc, elle va rester là, ce qui va être extrêmement important. Donc, notre transcriptase inverse continue comme ça. Elle dégrade l'ARN qu'elle utilise comme matrice, sauf pour le PPT. Et cette ARN qui reste là peut servir d'amorce pour synthétiser de l'ADN dans l'autre sens. Donc, la transcriptase inverse va commencer à recopier à partir d'ici. Et elle va pouvoir déplacer le brin d'ARN qui code pour le PBS, Prime Binding Site. Donc là, elle arrive au bout, là, il ne fait plus rien. Mais lorsque la transcriptase inverse sur l'autre partie du molécule arrive, bah, elle va recopier la PBS et c'est à nouveau un site qui va permettre à cette copie d'ADN double brin de continuer d'avancer. Donc on finit jusqu'au bout là comme ça et on arrive à synthétiser les deux LTR. Donc on a tout le génome codant, toutes les séquences codantes qui sont ici et les séquences non codantes en région 5' ou 3' sont synthétisées. Donc on a une LTR qui est synthétisée à partir de notre ARN génomique. OK. Donc, on a synthétisé l'ADN proviral, on l'a intégré dans le génome, et maintenant il faut exprimer des ARN messagers viraux. Et comment on va faire ça? Lorsqu'on regarde le génome, on a des LTR et on a différents cadres ouverts de lecture. Ici, 2 polyprotéines, GAG et POL, enfin des cadres ouverts de lecture qui sont chevauchantes, qui vont être exprimés sous forme de 2 protéines, GAG et GAG-POL. GAG, c'est pour antigène de groupe et POL, c'est pour polymérase, mais en fait, cette région POL code pour 3 activités enzymatiques distinctes, la transcriptase inverse, l'intégrase virale et la protéase. Et en région 5', on a plusieurs cadres ouverts de lecture, plus ou moins longues, et la seule que l'on va retrouver chez tous les rétrovirus, c'est le cadre ouvert de lecture ENV, pour enveloppe, qui code pour les glycoprotéines enveloppes. Alors, à partir du LTR, et surtout la région U3,
on a la transcription par l'ARN polymérase cellulaire de différents ARN qui vont être non épicés, monoépicés ou multi-épicés. Et donc, c'est le jeu d'épissage alternatif qui permet d'exprimer plusieurs ARN messagers à partir d'un seul promoteur ici. Alors, l'ARN messager non épicé code pour les polyprotéines GAG et GAG-POL qui vont être essentiels pour la production de protéines de capsides et de matrices et aussi pour la production des enzymes virales qui sont essentielles pour la réplication. La protéase, la transcriptase inverse et l'intégrase. Et ces polyprotéines sont clivées par la protéase virale. Donc ici, on a un système qui est une sorte de mélange bizarre de ce qu'on a vu chez les virus à ARN brun plus, avec les polyprotéines. Donc ici, juste un petit mot sur l'expression de 2 polyprotéines à partir d'une seule séquence. Donc entre le cadre ouvert de lecture GAG et le cadre ouvert de lecture POL, on a un codon stop. Mais dans à peu près 5% des cas, le ribosome va lire à travers ce codon stop et c'est ça qui permet de traduire la polyprotéine GAG-POL. Et c'est la protéase codée dans la polyprotéine POL qui va cliver ces 2 polyprotéines en protéines fonctionnelles, qui sont la transcriptase inverse, l'intégrase, la protéase et les différentes protéines intégrées à l'intérieur de la particule virale. La nucléocapside qui se fixe sur l'ARN, la capside qui forme cette structure conique et la protéine de matrice. Bon, on commencera avec ça. Oui, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là. Donc, oui. Donc, bizarrement, en quelque sorte, cette partie, la partie GAG-POL du génome d'un rétrovirus, ressemble un petit peu à ce qu'on avait chez les picornavirus. Donc, on a les protéines structurales de capsides en 5' et les enzymes un peu plus loin en 3'. Et on a l'expression d'une polyprotéine qui est clivée par la protéase virale avec l'enzyme de réplication, la polymérase virale, qui est un petit peu en 5', à l'extrémité de cette polyprotéine. Donc, lorsqu'on regarde un peu le génome et le mode de réplication des rétrovirus, dont le VIH, on a l'impression qu'on a une sorte de mélange bizarre d'un virus à ARN brun plus et un virus à ADN, avec des mécanismes qui sont employés soit par l'un, soit par l'autre pour sa réplication. Et dernière chose à dire, les médicaments qu'on utilise pour soigner quelqu'un qui est séropositif pour le VIH sont principalement les inhibiteurs de ces enzymes virales, les inhibiteurs de la protéase, de la transcriptase inverse ou de l'intégrase. Ok, donc je m'arrête là. Pour jeudi, on termine jeudi matin avec 2 cours. Je pense que je vais faire juste assemblage, libération des virus et infection et épidémie humaine. Je ne vais pas faire les virus des plantes cette année. Ok, donc on va se terminer avec CM6, on ne fera pas CM7. Ok. Bon allez, à jeudi.